Bonsoir et bienvenue dans All Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale à Togo avec un dossier consacré à l'art plastique. Quel est l'héritage du célèbre Paul Haï? Eh bien, nous en parlerons au programme également. C'est officiel, après un an d'exil, Moïse Katumbi est prêt à regagner la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse à Paris. Et puis, 3 analystes de la Cour pénale internationale se rendront au Gabon du 20 au 22 juin 2017. Ils sont en charge des examens préliminaires sur la crise post-électorale. Avec nous sur ce plateau pour en parler, 2 invités. Monsieur Yao Metsoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, peintre, sculpteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Maître Maximilien Amédi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, également artiste plasticien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je rentre au pays pour sauver mon peuple. Voilà ce qu'a déclaré ce vendredi Moïse Katumbi face à la presse. Un retour qui s'annonce imminent puisque l'opposant congolais bénéficie désormais d'une protection. Explication avec Sharon Kamara. Le retour de l'opposant congolais Moïse Katumbi en République démocratique du Congo est imminent. L'homme politique l'a annoncé ce 16 juin 2017 à Paris lors d'une conférence. Une décision qui fait suite à une ordonnance du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à l'État congolais. L'institution internationale a recommandé en effet de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de participer au scrutin présidentiel prévu avant la fin de l'année. Mon retour est imminent. Je fais déjà mes valises et je rentre en homme libre selon la recommandation du Haut Commissariat. Je rentre pour sauver mon peuple. Et l'État congolais a maintenant l'obligation de me protéger comme cela est dit dans la lettre de l'ONU. En exil forcé depuis 14 mois, Moïse Katumbi est accusé par le gouvernement congolais d'atteinte à la sûreté de l'État. Le 22 juin 2016, il a été condamné par contumace à 3 ans de prison. Il est également soupçonné d'avoir engagé des mercenaires. Des accusations que le futur candidat à la présidentielle a toujours récusées. C'est vrai, là, les Nations Unies lui ont ordonné de gagner le pays. Mais il faudra que les Nations Unies puissent se rendre compte que Moïse Katumbi fait l'objet d'une condamnation de la justice, qui est une justice indépendante d'un pays membre. Je crois que les Nations Unies sont aussi obligées de respecter ces pays membres dans l'administration de la justice. Bien que la date exacte de son retour n'a pas été communiquée, Moïse Katumbi, candidat de l'opposition, est bien décidé à rentrer en République démocratique du Congo pour battre sa campagne pour la prochaine élection présidentielle. Alors, Monsieur Amédi, Moïse Katumbi l'a dit, il est prêt à regagner la République démocratique du Congo. Mais est-ce que, selon vous, les conditions sont réunies? Est-ce que cette lettre de l'ONU, pour vous, est suffisante pour garantir aujourd'hui sa sécurité? Je l'espère, comme lui aussi l'a cru, il y a cru et il pense qu'en rentrant aujourd'hui, enfin, dans les prochains jours, dans son pays, il aura les garanties nécessaires pour s'insérer. Et tout ça est une très bonne chose parce que, quel que soit son passé d'homme d'État puissant et aujourd'hui mis en difficulté par son exil, etc., s'il retourne dans son pays, jeune et dynamique, il peut toujours apporter quelque chose de substantiel au développement de son pays. Donc c'est une très bonne chose qui laisse augurer un avenir meilleur pour ce grand pays. Alors, Daouda, le comité des droits de l'homme a donné au gouvernement congolais un délai de 2 mois pour fournir des observations par rapport à la recevabilité de cette plainte. Quelle doit, selon vous, être l'attitude des autorités de Kinshasa? Moi, les autorités du Congo, de la RDC, doivent tout à fait rendre possible ce retour de Moïse Katumbi. Et effectivement, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est quand même une bonne chose qu'il retourne dans son pays pour pouvoir participer aux joutes électorales. Il était un gouverneur, il connaît bien son pays, c'est un jeune compétent qui a su fructifier
des affaires. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une force vitale dont la RDC ne doit pas se priver. Et puis si on revient sur ce qui lui avait été reproché, vous savez, moi, j'aime pas trop tout ce qui est atteinte à la sûreté de l'État parce que je considère que c'est un fourre-tout. On y met tout, parfois et n'importe quoi, pour pouvoir accabler un opposant. Et je pense que Moïse Katumbi était victime de ça. Il y avait une autre affaire un petit peu farfelue aussi liée à un immeuble qui aurait appartenu à un grec, etc. Bon, voilà, il y a eu un certain nombre d'affaires comme ça qui ont été agitées pour le mettre en prison et ou alors essayer d'obtenir sa fuite. Il y a eu l'affaire aussi du recrutement des mercenaires. Hein. Voilà, l'affaire du recrutement des mercenaires, c'est lié justement à cette affaire, au chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, soi-disant, il recruterait des mercenaires qui travailleraient à son compte et, par conséquent, l'État serait menacé, la stabilité sociale serait menacée. Donc, je pense que tout ça demeure des accusations qui, finalement, sont restés dans le vide, étant donné que moi je demande à voir les preuves concrètement. Maintenant, je pense que la RDC est également, il ne faut pas l'oublier, et il faut le dire, je pense, c'est un État souverain, donc le Comité des droits de l'homme des Nations Unies peut très bien faire des recommandations, etc. Maintenant, il faut savoir aussi que la RDC, c'est un État souverain, donc il y a une justice en interne, etc. Donc je ne pense pas que le Comité des droits de l'homme puisse enjoindre de manière formelle le gouvernement congolais sur un fait juridique, parce que je pense que ce comité-là lui-même ne condamne pas de manière juridique, il donne des avis, des consultes. Enfin, il est consulté. Donc après, il peut émettre un avis, je pense que c'est un avis. Et je pense, moi, que cet avis doit être suivi par le gouvernement congolais pour permettre à Moïse Katumbi de retourner dans son pays. Maintenant, l'avenir nous dira ce que les autorités vont décider. Alors, Moïse Katumbi a parlé donc ce vendredi d'un retour imminent. Qu'est-ce que ce retour pourrait avoir comme impact sur la vie politique en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que ça va redistribuer les cartes? Est-ce que c'est l'homme providentiel aujourd'hui? Est-ce que ça va accélérer peut-être la mise en place d'un calendrier électoral? Qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous voyez justement ce retour? Non, moi je pense déjà que les cartes sont déjà redistribuées dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, pourquoi? Parce que, bon, on ne va pas revenir sur le dialogue, etc. Mais il y a eu un accord qui n'avait pas été accepté par une certaine partie de l'opposition. Mais pourquoi je dis que les cartes sont en partie redistribuées? Parce que beaucoup pensaient aussi que Vital Kamerhe, par exemple, pourrait être un opposant de poids pour la prochaine élection, etc. Maintenant, bon, moi, de mon point de vue, je ne vois pas trop le jeu qu'il est en train de mener. Tantôt, on pense qu'il est un petit peu avec le pouvoir, tantôt avec l'opposition. Donc pour vous aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Voilà, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, n'est plus là. Donc quelque part, Moïse Katumbi a le boulevard qui est dressé devant lui. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais pour lui. Maintenant, de là à penser qu'il aurait cessé l'homme-providence, enfin, comme par rapport à votre question, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais en tous les cas, aujourd'hui, toutes les chances peuvent se situer de son côté. C'est à lui maintenant de jouer très habilement là-dessus. Merci Daouda pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, après plusieurs mois d'examen, la Cour pénale internationale va se rendre au Gabon, un déplacement qui fait suite au dépôt d'un dossier par les autorités dans lequel elles accusent l'opposant Jean Ping et ses partisans d'incitation au génocide ou encore de crimes contre l'humanité avant et pendant la période post-électorale. Ce dernier avait aussitôt contre-attaqué en déposant à son tour un dossier. On écoute à ce propos un avocat, on en parle juste après. L'État lui-même, par ailleurs, est d'accord pour que la CPI puisse venir sur place pour venir examiner les griefs qui sont évoqués. Donc, c'est le premier stade, c'est d'abord examiner, voir un peu si les faits pour lesquels la CPI a été saisie sont susceptibles déjà d'être qualifiés de crimes contre l'humanité,
bon, je ne dirais pas crimes de guerre parce qu'il n'y a pas eu de guerre au Gabon, mais en tout cas des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments, on peut passer du stade de simple examen à un stade plus avancé qui va être une enquête en bonne et due forme. Et ma foi, si à l'issue de l'enquête, les éléments récoltés par les enquêteurs laissent penser qu'il y a des fortes présomptions, des fortes chances qu'il y ait donc des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments-là, donc on passe à une autre phase, c'est-à-dire qu'on va donc déterminer lesquelles les personnes sur lesquelles pèseraient ces soupçons et qui pourraient par la suite faire l'objet d'un mandat du CPI et donc être entendu devant la Cour pénale internationale. C'était l'analyse de Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Monsieur Hamidi, la procédure ne fait que commencer, il n'y a pas encore d'enquête officielle. Il n'y a pas encore d'enquête officielle, mais en tout cas, la Cour pénale internationale envoie les personnes sur les lieux pour procéder à ce qu'on appelle examen préliminaire, c'est-à-dire ces démarches ou procédures qui consistent à rechercher les éléments sur place pour pouvoir identifier et déterminer aussi les responsabilités des uns et des autres, des personnes de près ou de loin impliquées directement dans ces exactions qui seront poursuivies et sanctionnées. Maintenant, sur la Cour pénale internationale et sa mission, nous savons très bien que ça a un aspect un peu politique dans tout ça, parce que on a l'impression quand même qu'il y a une justice à deux vitesses, parce que c'était en 2016 les exactions visées. On est en 2017 déjà. J'apprécie l'enthousiasme de la Cour pénale internationale à ce point-là, mais dans d'autres circonstances, face à des difficultés beaucoup plus poussées et des horreurs beaucoup plus criardes, on n'a pas vu la Cour pénale Daouda, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, je suis d'accord, effectivement, cette Cour qui est tant critiquée, mais je voudrais revenir un petit peu sur un élément, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a quand même une contradiction, voire deux, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que le fait que l'État congolais ait saisi la Cour pénale internationale pour enquêter sur les faits liés aux élections en accusant Jean Ping, et le fait que Jean Ping ait fait la même chose. On a l'impression qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Je veux dire, la Cour pénale internationale ne doit pas intervenir si justice peut être rendue, je parle sous le contrôle d'un avocat, si justice peut être rendue dans le pays de manière équitable. Bien entendu. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas un aveu d'échec, même d'une part de la part des autorités gabonaises, d'autre part de la part des partisans de Jean Ping, comme pour dire, nous ne sommes pas capables de faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, on va l'un et l'autre aller à la Cour pénale internationale pour accuser l'un et l'autre. Moi, je trouve ça assez décevant. Justement, on se demande, est-ce qu'une enquête a été ouverte même par la justice gabonaise elle-même? On se pose la question, bien entendu, parce que dans tous les cas, s'il y a une enquête qui est ouverte, elle doit être poursuivie. Mais je comprends que Jean Ping, qui est opposant de nature, ne fasse pas confiance au gouvernement en place. Mais on rappelle que le gouvernement a saisi en premier, pourtant, la Cour pénale internationale. C'est cette contradiction-là que je trouve. La deuxième contradiction, d'une moindre mesure, c'est... il faut que, pour que les faits soient qualifiés de crimes contre l'humanité, il faut quand même le caractère systématique, c'est-à-dire poursuivre une population, vouloir éliminer une population, etc. Et je pense que
je ne vois pas des deux côtés, je ne vois pas le camp présidentiel vouloir éliminer une population ethnique liée à Jean-Ping et Jean-Ping aussi en vouloir à une population typiquement ethnique. Je pense qu'il y avait des partisans de l'un et de l'autre de différentes ethnies, il faut le dire, même s'il y a certaines tendances ethniques, on peut le comprendre. Mais je ne pense pas qu'on puisse systématiser ou alors... les charges n'auraient pas dû être qualifiées ainsi, en tout cas. Voilà, moi je crois que c'est un peu exagéré et je crois aussi que surtout de la part du gouvernement, saisir la Cour pénale internationale alors que lui-même, ce gouvernement même doit rendre justice dans le pays qu'il dirige, je trouve ça contradictoire. Allez-y. Juste une précision, le gouvernement ne rend pas justice. Non mais j'ai compris. Les magistrats, la justice est indépendante, mais c'est le gouvernement qui administre la justice. Bien sûr, il y a un ministre de la justice maintenant. C'est vrai, mais maintenant c'est les magistrats. Oui, théoriquement, oui, bien sûr. Je suis d'accord. La justice doit pouvoir être indépendante et faire son travail face à tous. C'est ça la règle. Maintenant, est-ce que les choses se font dans les règles de l'art? Je n'en suis pas sûr. Maintenant aussi, est-ce que la Cour pénale internationale doit se substituer, enfin doit venir remplacer les justices internes? Je ne pense pas non plus que ce soit une bonne chose. Mais voilà, c'est ce que je dis justement. Dans la problématique du crime contre l'humanité, il y a on a l'impression d'être face à un concept élastique. Mais jusqu'où on doit aller? À partir de quel moment on parle de crime contre l'humanité? Ne pas trop étendre, ne pas trop restreindre. Et c'est à partir de ce moment-là que je ne vois pas le caractère systématique et généralisé dans le cas gabonais. Je le dis avec un petit peu de recul, mais vraiment, ces deux caractéristiques, une menace systématique et généralisée, centrée sur une seule population au Gabon, j'ai du mal à voir. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.